Ça ressemble à un nouveau Tiguan de Volkswagen, sauf qu'il est un peu plus long, donc je suppose que c'est le nouveau Tiguan Allspace. Non, Matt, c'est le Tayron. Le Tayron? Mais c'est l'Allspace. Non, maintenant ça s'appelle le Tayron. Donc ils ont juste changé le nom? Oui. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est comme ça? Ah, d'accord. Bon, donc voici le nouveau Volkswagen Tayron. Le Tayron est une version plus pratique du Tiguan, tout comme l'était l'ancien Tiguan Allspace, ce qui signifie que c'est la proposition de Volkswagen face au Škoda Kodiaq. Il est aussi concurrent des Peugeot 5008 et Nissan X-Trail. Mais est-il vraiment bon? Eh bien, je vais mettre à profit mes 20 ans d'expérience de journaliste automobile pour vous livrer un premier aperçu de ce modèle. Commençons par son prix. Je pense que le prix de cette voiture dépassera les 40 000 livres sterling. C'est malheureusement la réalité du marché des voitures neuves aujourd'hui. Et cela signifie qu'elle tombe dans la catégorie de la taxe sur les voitures de luxe. Quoi qu'il en soit, je pense avoir raison. Oui, 40 130 livres, donc juste au-dessus du seuil. C'est vraiment agaçant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, vous pouvez économiser plus de 3 000 livres sur un nouveau Tayron si vous l'achetez via Carwow. Et plus tard dans cette vidéo, je vais aussi chercher un SUV plus puissant, plus luxueux et d'occasion que vous pourriez acheter pour le même budget. J'imagine donc que ce ne sera pas une version de base. Volkswagen nous a envoyé cette voiture pour l'essai. Il n'envoie jamais les modèles dans la finition la plus basique, donc cette version sera un peu plus chère. Je suppose que les finitions intermédiaires et haut de gamme tourneront autour de 44 000 livres. 43. D'accord, bon, j'étais un peu pessimiste. Voyons ça. Est-ce que ça ressemble vraiment à une voiture à 43 000 livres? Alors, l'avant est très proche de celui du Tiguan. Surprise. Je pense que les phares sont légèrement différents, et peut-être aussi certains éléments de finition. Ça doit probablement venir d'une finition sportive, parce qu'en bas, il y a une sorte d'effet satiné. Airline, oui, c'est la finition sportive chez Volkswagen. Il y a beaucoup de plastique. En revanche, j'aime beaucoup la bande lumineuse que Volkswagen utilise. Elle s'illumine la nuit et ça rend vraiment très bien. Je dois dire que cette couleur violette est plutôt agréable. Ce sera une option payante, probablement facturée entre 600 et 1000 livres. Tu en penses quoi, Nick? Je ne sais pas. Nick est en train de regarder la fiche technique. Moi, j'essaie de faire ça à l'ancienne, pour vous donner mon premier verdict sur cette voiture. On a ici de grandes jantes en alliage de 20 pouces. De nos jours, ce type de jante peut vraiment affecter le confort sur route dégradée. On verra si elle pénalise la voiture une fois que je serai au volant. On trouve ici un badge Air. La voiture est quand même assez longue, non? Et quand on a besoin de grandes portes arrière pour faciliter l'accès aux places arrière, c'est un vrai avantage. La carrosserie dépasse en fait légèrement plus que sur un Tiguan classique, même si ce n'est pas un Tiguan, n'est-ce pas? C'est le Tayron. À l'arrière, on retrouve encore ce type de finition. Ils essaient clairement de lui donner un look sportif, puisque c'est une version Airline. C'est assez intéressant. On dit que cette inscription peut vous faire croire que la voiture est électrique ou hybride rechargeable, mais ce n'est pas le cas. Mais j'imagine que vous pouvez aussi l'avoir en version hybride, avec le même groupe motopropulseur que sur le Tiguan de Volkswagen. C'est bien ça? Oui. La peinture coûte 810 livres. D'accord, ça va. Et pour l'hybride rechargeable? C'est possible. Nous parlerons des moteurs un peu plus tard, mais dans l'ensemble, la voiture a plutôt fière allure. Vous savez, c'est un SUV familial long. Il y a quelques modèles qui, à mon avis, sont un peu plus réussis visuellement que celui-ci, mais au moins son design est moins clivant que celui du Hyundai Santa Fe. Et à quoi ressemble l'intérieur? À mon avis, il paraît très familier, parce que j'ai regardé le nouveau Tiguan et le design de sa planche de bord. Je pense qu'ils sont quasiment identiques. L'élément dominant ici, c'est ce grand écran. Et en finition de base, l'écran est sûrement plus petit, non? 10 pouces en série, et celui que nous avons ici fait 15 pouces. J'allais dire qu'il est nettement plus grand que 10 pouces. Merci. Quoi qu'il en soit, regardez, il lag un peu, non? Je trouve que l'interface multimédia de Volkswagen est un peu basique. Cela dit, si vous voulez accéder aux différents menus, c'est possible. J'ai aussi remarqué que nous avons un éclairage d'ambiance, et je le vois sur la planche de bord. Je me demande s'il y a aussi un éclairage derrière. Qu'est-ce qui est éclairé et qu'est-ce qui ne l'est pas? Vous voyez? Moi, par exemple, je ne le vois pas là. Ah, voilà l'éclairage personnalisable. Oui, regarde, ça change de couleur. J'aime bien. J'imagine que ça peut légèrement scintiller quand on roule, on voit le reflet juste ici. Cela dit, la qualité perçue de l'intérieur est plutôt agréable, je trouve. La finition bleue rappelle un peu l'Alcantara, mais en version plus économique, tout comme le matériau sur les portes. Il y a un matériau souple sur l'accoudoir, ce qui est appréciable. Ça aussi, c'est souple, mais ça bouge un peu. Ou alors j'imagine. Non, ça bouge vraiment. En bas de la planche de bord, il y a un peu de plastique, et j'imagine que les bacs de porte sont aussi assez durs. Mais honnêtement, ce n'est pas un vrai problème. La position de conduite chez Volkswagen est généralement très bonne. Les sièges offrent suffisamment de réglages et on peut facilement les incliner. Le volant est lui aussi agréable en main.
On y trouve le logo Air, c'est le volant sport que l'on obtient avec la finition Airline. Et j'aime le fait que Volkswagen soit revenu à de vrais boutons sur le volant. J'ai actuellement une Golf et elle a ces boutons tactiles qui peuvent s'activer par accident en conduisant. Et ça, c'est vraiment très agaçant. Honnêtement, j'aimerais que tout le monde revienne à des boutons physiques classiques pour la climatisation et ce genre de fonctions. Ici, il faut passer par l'écran tactile, entrer dans le menu, appuyer sur climatisation. Ça fait beaucoup trop de manipulation et c'est très distrayant en conduite. D'ailleurs, le bouton des modes de conduite est assez difficile d'accès. On a presque l'impression d'appuyer dessus par-dessus. Je me souviens que sur le Tiguan, cette fonction se trouvait sur ce bouton-ci, alors qu'ici, c'est le volume. Donc voilà, ça et ça. Il y a pas mal d'options. Dans tous les cas, cette molette règle le volume, et si on appuie dessus, on peut accéder au mode de conduite. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi d'en faire une commande de volume. Ils auraient très bien pu lui attribuer plusieurs fonctions, pas seulement le son. Le volume, ce n'est pas tout. Bref, fin du coup de gueule. Ils auraient pu se tromper sur les commandes, mais Volkswagen ne s'est pas raté cette fois-ci. Et j'aime le fait que le sélecteur de vitesse soit placé sur le volant. C'est bien plus pratique que de l'avoir en bas sur la console centrale. Ça libère de la place et évite d'avoir un levier inutile. Comme sur le Tiguan, vous disposez d'un affichage numérique pour le conducteur, avec une quantité d'informations assez limitée, que l'on peut faire défiler de cette manière, ainsi que différents modes d'affichage. Personnellement, je préfère celui-ci. Dernier point que je voulais aborder, le ressenti de qualité. Oui, tout est bien amorti. Et ici, on a un redottement en caoutchouc pour éviter de rayer vos lunettes de soleil. Le rétroviseur intérieur est également de bonne qualité. Les sièges de cette voiture, puisqu'elle est bien équipée, sont des sièges sport type baquet, ce qui est assez surprenant pour un véhicule de ce genre. Cela dit, regardez, on a quand même des fixations ISOFIX côté passager, donc ça reste pratique. Si vous vous demandez à quoi ressemblent les autres finitions à l'intérieur, les voilà. Mais combien de ces éléments sportifs sont aussi présents à l'arrière? Eh bien, il semble que oui, ils s'appliquent aussi à la banquette arrière, ce qui est plutôt agréable. En revanche, pour le passager assis derrière ces sièges sport, ce n'est pas idéal. Je préfère les appuis-têtes classiques intégrés. Ceux-ci sont un peu encombrants, vous ne trouvez pas? Quoi qu'il en soit, j'ai tout de suite remarqué que la qualité n'est pas parfaite. Alors, écoutez juste ce bruit. Qu'est-ce que c'est? On dirait un prototype en plastique, ou qu'ils l'ont imprimé en 3D. C'est horrible. Écoutez et regardez ça. Sérieusement? Volkswagen? Voyons si les vitres arrière descendent. Je suis sûr que oui, parce qu'il y a une fenêtre supplémentaire. Oui, exactement. Et évidemment, il y aura ici quelque chose comme des pare-soleil, que je m'imaginais autrement. Bon, je ne vais pas critiquer ça davantage. L'espace au genou est grand, la hauteur sous plafond suffisante, et les sièges très confortables. Voyons. Oui, ils peuvent glisser vers l'avant. En fait, je peux les avancer assez loin, et il reste encore beaucoup de place. On peut aussi glisser les pieds sous le siège avant. De plus, vous pouvez modifier l'inclinaison des dossiers arrière. Regardons s'il y a de la place pour le coffre, ou plutôt un passage vers celui-ci. Oui, l'accès au coffre est possible. Je pense que ce siège peut être reculé. Et quand je fais ça, oui, c'est le cas, comme sur certains autres modèles. Dans l'ensemble, le Tayron offre beaucoup d'espace sur la rangée centrale. Les finitions hybrides rechargeables sont équipées de 5 sièges, tandis que les versions essence ou diesel classiques en ont 7. Voyons maintenant à quel point il est facile d'accéder à la troisième rangée. Le levier est en haut et il doit se manipuler facilement. Oui, c'est le cas. L'espace est plutôt correct ici. Je vais devoir relever l'appui-tête. Nick, tu pourrais venir ici? Parce qu'en ce moment, je suis extrêmement à l'aise ici. En termes de hauteur, j'y rentre. Peut-être voudras-tu reculer un peu. Ne te gêne pas, installe-toi confortablement. Les jambes ne passent pas facilement. Je veux que tu t'assoies de façon à ce que tes genoux ne touchent pas le siège devant toi. Parfait. À l'arrière, c'est assez étroit, mais pour des enfants, c'est parfaitement adapté. Un des principaux problèmes, c'est que le siège est assez bas. Comme vous le voyez, j'ai un peu l'impression d'être dans une situation stressante, non? Ça pourrait être pire, cela dit. Il existe aussi de nombreuses options supplémentaires, dont un pack hiver avec siège avant et arrière chauffant, un pack famille avec une prise 230 volts dans le coffre, un pack aide à la conduite comprenant le maintien dans la voie, des caméras et des rétroviseurs électrochromes. Et enfin, le pack confort, qui inclut l'accès sans clé, les radars de stationnement et l'ouverture du haillon sans les mains. Voyons si ça fonctionne. Première tentative. Deuxième. Ou peut-être que je dois simplement me placer ici, puis reculer. Allons lire le manuel. Bon alors... L'accès sans clé. Pourquoi est-il désactivé? Allez, vas-y. Il y a beaucoup d'espace ici, même avec les sièges relevés. On dirait environ 210 litres ou quelque chose de plus, je ne sais pas. Plus? 300?
Encore plus. Regardez, la plage arrière ne gêne même pas. C'est bien, parce qu'il reste de la place en dessous. Du coup, on doit être autour de 350 litres à peu près. Rabattons la banquette arrière. Voilà, comme ça. L'espace a l'air vraiment grand. On doit être autour de 700 litres. Oui. Bon, 750 alors. Plus. Sérieusement 800 Encore plus. Et si on avance la rangée centrale? Oui, vous voyez, ça donne beaucoup plus de litres. Alors, quel est le volume maximal en configuration 5 places? 850 litres. Alors, rabattons la rangée centrale. Mais heureusement, on peut le faire directement d'ici. Regardez, grâce à ces petits leviers. Comme ça et comme ça. Parfait. C'est beaucoup mieux ainsi. Donc oui, l'espace est absolument énorme. On doit être autour de 1500 litres, à peu près, 1900 litres. Waouh, je l'ai clairement sous-estimé. C'est une voiture très grande et très pratique, non? Regardez simplement cet espace gigantesque, tout ce qu'on peut mettre là-dedans. C'est littéralement une maison pour les affaires. Il y a une petite marche ici, mais ce n'est pas grave. Et une autre petite marche là aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un problème. La voiture est proposée avec une gamme de moteurs plutôt correcte, dont un 2 litres de 150 chevaux, ce qui est assez rare sur ce type de véhicule, ainsi qu'un diesel 2 litres. Il y a aussi un moteur essence 1,5 litres développant la même puissance, mais avec moins de couple. Les versions essence peuvent être commandées avec l'un des deux systèmes hybrides rechargeables. Ils développent tous les deux 200 chevaux et offrent environ 110 km d'autonomie en mode 100% électrique. Toutes ces versions sont à traction avant, mais si vous voulez la transmission intégrale, il faudra opter pour le 2 litres essence Q puissant, au choix 204 ou 265 chevaux. Autre point important, tous les modèles sont livrés de série avec une boîte automatique. Mais il y a quelque chose d'un peu étrange concernant les moteurs de cette voiture. Regardez, il y a ces extensions bizarres du capot, et le moteur est placé assez bas. Je veux dire qu'ils sont là par nécessité, parce que la plateforme de cette voiture est la même que celle de la Golf. Ce sont des voitures plus basses à la base. Et en réalité, toutes ces extensions de carrosserie servent simplement à en faire un SUV. Elles ont été ajoutées par-dessus. C'est un peu comme ces gens qui portent des costumes de sumo. À l'intérieur, il y a un corps tout à fait normal, et à l'extérieur, beaucoup de rembourrage. Voilà ce que sont les SUV. Nous avons ici une voiture de 150 chevaux avec un moteur essence de 1,5 litres. Le 0 à 100 km/h devrait être abattu en 9,4 secondes. Mais avant ça, j'aimerais vérifier quelque chose. Et pour cela, je dois désactiver le système ESC. On met la boîte de vitesse en mode S, pied gauche sur le frein. Prêt pour le départ. Il y a même un launch control. Pour une voiture comme celle-ci, c'est un peu trop rapide. Waouh! 9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Pour être honnête, dans les années 80, c'était déjà très correct pour une Golf GTI. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a un launch control ici, ça semble un peu superflu. Mais le freinage est bien plus important sur une voiture familiale moderne que sur une ancienne Golf GTI. Alors, à quelle vitesse ce grand SUV 7 places peut-il s'arrêter depuis 100 km/h? Les sensations sont plutôt bonnes. 35 mètres, net et précis. C'est une valeur dans la moyenne pour une voiture moderne, donc c'est tout à fait acceptable. Ce genre de voiture sera surtout utilisé pour les trajets scolaires. J'ai donc décidé de la tester en ville, et je suis immédiatement tombé sur un problème. Bon, c'est intéressant tout de suite, je suis dans une zone limitée à 40 km/h, mais la voiture pense que la limite est de 50 km/h. Est-ce que je peux vraiment me fier à ça? Quoi qu'il en soit, c'est une voiture assez longue. Évidemment, elle peut transporter 7 personnes. Voyons donc à quel point elle est maniable. Le diamètre de braquage est de 12,1 mètres. Est-ce que je vais réussir à passer ici? Je vais devoir passer de D à la marche arrière pour activer les caméras. J'aimerais bien avoir un accès direct, mais je ne l'ai pas trouvé. Peut-être que je me trompe? Voyons à quoi ça ressemble. Est-ce que j'ai assez de place? Ah, 12,1 mètres. Ce n'est finalement pas si énorme. Mais je dois le dire, regardez la définition de cette caméra. Au passage, elle est un peu pixelisée. Ce n'est pas terrible, n'est-ce pas? La voiture n'est pas hyper facile à manier, mais tout va bien. Les freins et tout le reste fonctionnent très bien. La boîte de vitesse est assez souple au démarrage. À l'intérieur, c'est calme. Laissez-moi vérifier quelque chose. Oh, regardez, nous avons un verre multicouche spécial pour améliorer l'insonorisation. Les rétroviseurs sont grands, la visibilité latérale est bonne, la vue vers l'avant est correcte, le pare-brise arrière aussi, et il y a une petite vitre supplémentaire à l'arrière. Quand vous arrivez à un carrefour et que vous regardez par-dessus l'épaule, tout est bien. J'aime beaucoup. Quant à la suspension, elle est bonne. Cela dit, sur les irrégularités, on sent quand même que ce sont des jantes en alliage de 20 pouces. Maintenant, nous sortons sur une route plus rapide, 60 km/h. Voyons à quel point elle est réactive. 3, 2, 1, go!
Il y a un léger délai au démarrage, mais elle avance correctement. Un peu de bruit, juste un peu. Quand je suis seul, ça passe, mais si vous chargez complètement la voiture, ce ne sera pas suffisant. Donc, je recommande vivement de prendre la version 2,0 litres et de préférence diesel. Les diesels conviennent mieux à ce type de véhicule, ils sont tout simplement plus robustes. Cela dit, on ne peut pas leur reprocher leur économie de carburant. La consommation est de 6,4 litres sur 100 km, pas mal pour un véhicule de cette taille. À vitesse normale, cette voiture se comporte plutôt stable. Elle est confortable, les sièges sont agréables et le verre acoustique empêche le vent de pénétrer à bonne vitesse. Bon, voyons maintenant la maniabilité de cette voiture. Et voilà un virage. Eh bien, c'était correct. Elle se sentait sûre et stable. J'avais confiance dans la voiture, et c'est l'essentiel. Elle a réagi exactement comme je m'y attendais. C'est exactement ce que l'on recherche. Maintenant, je vais essayer en mode sport. En conduite, ça va être un peu plus exigeant, non? Voilà, ça affûte la réponse de l'accélérateur et des changements de vitesse. Donc si vous voulez passer en mode manuel, il y aura un léger délai. Pas besoin de se compliquer la vie, passez simplement en automatique. Mais soyons honnêtes, à quoi bon? Je dois dire que la voiture se conduit vraiment bien. Elle est un peu lourde à manier, mais ce n'est pas si mal pour un SUV 7 places. C'est un grand véhicule. Alors, quel est mon verdict sur le Volkswagen Tayron? En avez-vous besoin? Ou bien tant pis? Ou alors vaut-il mieux se précipiter pour l'acheter? Eh bien, je ne me hâterai pas. Oui, la voiture est plutôt bonne, surtout comme SUV familial. Mais pour le même prix, vous pourriez obtenir une Audi Q7 2023 avec seulement 40 000 km au compteur.